Donc je suis là pour vous parler de mon projet cancer et vélo solaire. Je suis inscrite avec mon mari sur le cours de vélo solaire d'une longueur de 1000 km qui partira de Milan en juin 2015 de l'exposition universelle de Milan pour arriver à Astana au Kazakhstan, au milieu de l'Asie centrale. Donc je reviendrai plus tard sur cette course. Ce qui est particulier, ce qui m'amène aujourd'hui, c'est que la motivation principale pour participer à cette course, c'est mon cancer. Alors je trouve très bien cette action qui a été menée par le lycée Marie Curie, où on sensibilise à la fois sur le dépistage systématique et puis sur le cancer du sein en général. C'est très bien pour vous d'être informés, c'est ce qu'il faut faire. C'est bien pour vous et pour les métiers que vous serez amenés à exercer plus tard. Moi-même, j'ai été particulièrement sensibilisée au cancer du sein puisque ma mère a eu 2 cancers du sein. Un premier cancer pour lequel on lui a enlevé un sein, puis quelques années après, un deuxième cancer, on lui a enlevé 2 seins. C'est dire aussi c'était quelque chose de très bien dans la famille. Et à cause de ça, j'ai été suivie depuis l'âge de 40 ans, bien avant l'âge du dépistage systématique pour le cancer du sein. J'avais un contrôle annuel avec une mammographie et une échographie en plus. Et pourtant, en octobre 2010, en septembre 2010, il y a exactement 4 ans, quand on a décelé mon cancer du sein, ma tumeur sur le sein droit mesurait 7 cm palpés. J'avais déjà des métastases osseuses, des ganglions atteints sous le bras, au niveau du médiastin, sur la chaîne ganglionnaire, et plusieurs vertèbres, des os au crâne. Enfin voilà, c'était déjà assez catastrophique. Et je me suis posé la question vraiment comment moi, qui étais sensibilisée au cancer du sein, comment moi, qui étais attentive à ma santé, qui était suivie, j'ai pu en arriver là. Et je vais vous passer les détails de l'affaire. Enfin, je vais en parler un petit peu, mais je vais résumer quand même, parce que c'est trop long. Mais vous verrez qu'il y a à la fois une succession de négligence, de déni et d'erreurs de diagnostic. Donc déjà, la première négligence, ça a été qu'en 2009, lors de mon contrôle systématique, à l'échographie, le médecin a relevé une zone un peu plus dense sur le sein, avec en mentionnant sur le compte rendu qu'il fallait effectuer un contrôle 6 mois plus tard. Et moi, je faisais ces contrôles, je dirais, par habitude, sans inquiétude particulière, et j'ai négligé cette consigne de refaire un contrôle 6 mois plus tard. Pour que le médecin ne me l'a rappelé non plus. Donc là, il y a eu une première négligence. Quand j'ai mesuré ensuite, un an plus tard, j'aurais dû faire mon contrôle en 2010, j'ai eu d'autres petites problèmes de santé, je n'ai pas fait ce contrôle. 3 mois plus tard, j'avais planifié un rendez-vous avec ma gynécologue, et 15 jours avant d'aller la voir, par hasard, j'ai palpé une grosseur sur mon sein. Ce grosseur mesurait déjà à peu près 3 cm. Et premier déni, je me suis dit qu'une tumeur de 3 cm, quelque chose qui apparaissait brutalement pour moi, puisque je suis quand même habituée à faire palper ma mère, qui apparaissait brutalement comme ça à une dimension de 3 cm, c'était certainement pas le cancer. Parce que pour moi, dans mon imaginaire, si un jour je me découvre un cancer, ça allait être une petite tumeur, quelque chose de forcément petit, d'accord. J'ai quand même fait, j'ai attendu les 15 jours, je me suis rendue à mon contrôle gynécologique. On a planifié une échographie, fait une mammographie, une échographie, évidemment. Ma gynécologue n'avait pas été très rassurante. Et là, erreur de diagnostic, le radiologue qui a pratiqué, il y a une erreur de diagnostic énorme. On a pratiqué une mammographie. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les tumeurs ne se voient pas sur la mammographie. Pour moi, c'est un des défauts du contrôle systématique que l'on applique. Ce contrôle systématique du dépistage systématique se limite à une mammographie. Selon moi, c'est insuffisant. Parce qu'il y a des tumeurs qui échappent à la mammographie. C'était mon cas. À la mammographie, on pouvait déceler une zone éventuellement un petit peu plus dense, mais ce n'était pas du tout flagrant. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cas du dépistage systématique, il y a une double lecture des résultats. S'il y avait une double lecture des résultats, peut-être que quand même, on aurait déterminé qu'il y avait une zone de plus dense, c'était normal. Néanmoins, j'avais quand même une échographie planifiée, et le médecin, radiologue, a fait l'échographie sur
en me disant que vous voyez rien en échographie, qu'on avait une échographie à faire, on la faisait, mais il n'y aurait rien. Il l'a fait rapidement, il a battu l'examen, il a conclu qu'il n'y avait rien, alors qu'on palpait très bien une grosseur. Je suis retournée voir ma gynécologue avec ce résultat, elle ne m'a pas reçu, elle a eu les résultats, elle a conclu qu'il n'y avait rien, je pouvais rentrer chez moi. Quand on vous annonce, quand vous avez peur d'avoir un cancer, et qu'on vous annonce que finalement, non, il n'y a rien. En plus, c'est le mois de juin, vous avez planifié vos vacances, votre voyage. Vous n'avez pas envie d'en mettre en question. C'est là que le déni intervient. Finalement, ce constat vous va très bien et vous l'acceptez comme ça n'en vient pas question. Cela dit, pendant l'été, mon cancer a continué à grossir, la peau a commencé à prendre un aspect cartonné. Évidemment, ça continue à m'inquiéter. J'étais entre pas savoir, je suis inquiète, j'ai quelque chose, mais qu'est-ce que c'est? Je suis retournée voir les médecins qui m'ont dit effectivement ce n'est pas normal, prenez rendez-vous avec votre gynécologue. Aucun n'a pris la bonne décision qui aurait consisté à m'envoyer faire une échographie de contrôle, une deuxième échographie de contrôle, ou bien un IRM, ou bien une biopsie qui aurait été un examen sans ambiguïté. J'ai donc repris rendez-vous avec ma gynécologue comme toutes les vacances. Ça nous a amené au mois de septembre, fin septembre, quand là je suis arrivée, ça a été le point de bas de combat parce qu'effectivement c'était catastrophique. Voilà. Donc, en résumé, on voit qu'il y a là, il faut surtout faire attention. Faire un contrôle, c'est bien, mais c'est surtout y prêter attention, le suivre, ne pas négliger le déni. Vous savez tous qu'il y a des femmes qui renient jusqu'au bout leur grossesse, qui se rendent compte qu'elles sont enceintes lorsque au moment où elles accouchent. Et avec la maladie, c'est pareil. On a cette attitude de protection qui fait qu'on aura tendance toujours, souvent, il ne faut pas tomber dans l'effet inverse où on est hypochondriaque et où on a peur de tout. Évidemment, c'est pas ça. C'est juste savoir être vigilant au bon moment. Donc, ensuite, ça m'amène ça aussi, cette histoire de déni, à vous parler un petit peu des cas des cancers chez les jeunes personnes. Moi, je constate, je vais assez souvent sur Internet, je vais assez souvent sur les blogs, je suis pas mal de patientes, et je vois des femmes jeunes atteintes du cancer du sein. C'est une réalité, ça existe. Heureusement, ça reste encore un petit nombre, je ne veux pas vous faire peur, je ne veux pas non plus vous sortir terrorisé en vous disant que je vais avoir un cancer. Mais dans le cas de personnes jeunes atteintes d'un cancer, qui ont 20 ans, 25 ans, souvent, à la base du diagnostic, il y a un déni du corps médical. Souvent, les médecins ne sont pas prêts à ça et refusent d'accepter qu'il puisse y avoir un cancer et mettent beaucoup de temps à pratiquer les examens qui sont indispensables. Voilà, donc, et il en est de même aussi pour le cancer du sein masculin. Le cancer du sein chez les hommes, ça existe. Les hommes ont aussi des glandes mammaires, elles sont plus petites. Ils sont aussi sujets à peuvent avoir être atteints par les cancers du sein. C'est 1% des cancers du sein sont des cancers masculins. Et souvent chez les hommes, c'est aussi un cancer qui est grave, qui évolue assez rapidement. Donc moi j'avais un cancer qui en plus évoluait rapidement. C'est pour ça que les 3 mois de délai entre début juin, juillet, août, septembre, je crois, 4 mois, ont été vraiment décisifs dans l'évolution de la maladie. C'est un cancer que l'on qualifie. Alors, quand on fait une biopsie, on analyse un peu la nature de notre cancer. Il n'y a pas qu'un cancer du sein, il y a plusieurs cancers du sein. On teste, on évalue les caractéristiques de votre cancer. On va chercher notamment s'il est hormonodépendant et s'il est porteur des récepteurs HER2. Alors, les récepteurs HER2, ce sont des récepteurs qui sont portés par les cellules cancéreuses et qui confèrent aux cellules cancéreuses la capacité à se reproduire, à se répandre plus rapidement que nos cellules cancéreuses classiques. C'est pour ça que mon cancer était particulièrement invasif, c'est pour ça qu'il s'est rapidement tombé dans mon organisme. Ensuite, dans un cas comme le mien, où ma mère était atteinte d'un cancer du sein, on se pose la question
de la transmission génétique, de la valeur génétique de ce cancer. Certains cancers du sein, pas tous, heureusement, se transmettent génétiquement, ont à l'origine un facteur génétique. Alors, je crois que vous avez tous entendu parler d'Angelina Jolie, j'imagine, et de la double mastectomie qu'elle a subie. Alors ça, c'est une mesure prophylactique, c'est une mesure que l'on prend à titre préventif dans le cas où il y a une prédisposition génétique. À l'heure actuelle, on s'est identifié 2 gènes qui sont à l'origine de cette prédisposition génétique. Il s'agit des gènes BRCA1 et BRCA2, c'est-à-dire BRCA comme breast cancer. Et ces gènes qui ont pour fonction de lutter naturellement contre les cancers du sein, portent parfois une déficience. C'est-à-dire que l'organisme, des cellules cancéreuses, des cellules qui mutent, finalement il y en a beaucoup. Et heureusement, la plupart ne vont pas développer des cancers, ne vont pas conduire à des cancers invasifs. Les gènes BRCA1 et BRCA2, leur fonction, c'est de détecter ces cellules qui mutent et les éliminer. Donc, en règle générale, beaucoup de petits cancers que l'on développe sont éliminés par ces gènes BRCA1 et BRCA2. Mais parfois, ces gènes portent une déficience et ils ne remplissent plus leur rôle. Et dans ce cas-là, on a un risque beaucoup plus important de développer un cancer du sein, cancer des ovaires. C'était le cas d'Angelina Jolie. Donc on fait un test pour savoir s'il y a une prédisposition génétique. On fait ce test uniquement dans le cas où il y a des familles à cancer, c'est-à-dire des cancers qui sont développés de manière nombreuse dans l'ascendance, mère, cousine, tante, et qui sont développés jeunes. Et quand il y a une forte présomption liée à ces critères, on pratique ce test dont le résultat est très long à obtenir. Ça fait presque un an, ça fait plusieurs mois. Et évidemment, c'est très coûteux, donc c'est pour ça aussi qu'on ne fait pas non plus à l'ensemble de la population. Et donc, s'il y a une déficience sur ces gènes BRCA1 et BRCA2, on a environ 60% de risque de développer un cancer du sein. La solution préventive la plus efficace, c'est d'enlever les seins et les ovaires. Voilà, c'est radical, c'est brutal. Dans ce cas-là, en général, on fait une reconstruction pour éviter au moins le traumatisme, de diminuer le traumatisme physiologique. Dans le cas des cancers masculins, souvent, c'est aussi qu'il y a une prédisposition BRCA1, BRCA2. Il faut savoir que ces gènes BRCA1 se transmettent de mère en fille, mais aussi de mère en fils et de fils en fille, et de père en fille. Voilà, il n'y a pas de... Tout le monde est concerné. Il y a un gène BRCA1, même si on est un garçon, on porte le risque de l'avoir soi-même et de transmettre ce gène à ses filles. Donc, pour continuer un petit peu mon histoire, quand même, parce que là j'ai commencé sur des histoires vraiment dramatiques, on va continuer quand même, je suis là pour vous porter malgré tout un message positif, parce que 4 ans après ce diagnostic complètement catastrophique, je suis là, je suis en bonne forme, je vais me lancer sur mes livres de 8000 km, et c'est donc qu'il y a quand même des choses qui sont efficaces. Alors, le cancer du sein, on en meurt beaucoup, malheureusement. Quand on est dedans, on se rend compte que c'est loin d'être une maladie facile, c'est une maladie cruelle, difficile et dangereuse. Et malgré tout, voilà, il y a quand même des traitements qui marchent bien. Donc moi, j'ai été traitée en première ligne avec des chimiothérapies, celles qu'on connaît classiquement, c'est-à-dire on les connaît parce qu'elles vous font perdre les cheveux, parce qu'elles vous font vomir, parce qu'elles vous font, voilà, elles vous provoquent tout un tas d'effets secondaires importants. Pourquoi elles provoquent des effets secondaires importants? Parce que le principe des chimiothérapies, c'est de s'attaquer à l'ensemble des cellules qui se reproduisent rapidement. On identifie un cancer parce que les cellules se reproduisent rapidement. Mais il n'y a pas que les cancers qui se reproduisent rapidement. Il y a les cheveux, il y a les ongles, il y a les poils, il y a les muqueuses. Et donc, tout ça, c'est entamé par la plupart des chimiothérapies. Voilà, donc ces petits effets secondaires, après, petits ou gros, il y a des traitements accompagnés, on les supporte tant bien que mal. Mais dans tous les cas, les chimiothérapies, on ne peut pas les faire sur une longueur infinie, c'est toujours des cures limitées. Moi, j'ai fait 8 cures, c'était vraiment maximum. Voilà. À l'issue de ces 8 cures de chimiothérapie, mes
tumeurs avaient vraiment très largement diminué, au point qu'on avait déclaré la chimiothérapie avant d'envisager une mastectomie, un VE5, parce qu'il y avait urgence, que pour était urgent de d'abord toucher l'ensemble de l'organisme, pas seulement le sein. Et à l'issue de la chimiothérapie, les tumeurs avaient tellement disparu qu'il a été pris la décision de ne pas en enlever le sein, compte tenu que j'avais par ailleurs quand même des métastases osseuses qui n'étaient pas opérables. Donc je n'ai pas subi de mastectomie, moi j'ai cette chance de ne pas avoir subi ce traumatisme. À l'issue de cette chimiothérapie, j'ai continué à être traitée par une thérapie ciblée. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de thérapie ciblée. Ouais. Bon. Voilà, donc thérapie ciblée. Ça identifie l'avantage de la chimiothérapie, c'est que ça n'agit pas sur l'ensemble de l'organisme, ça va agir principalement sur les cellules cancéreuses. Donc ça, c'est pas donné à tout le monde malheureusement. Tout le monde ne peut pas bénéficier d'une thérapie ciblée. Pour bénéficier d'une thérapie ciblée, il faut que les cellules cancéreuses aient certaines caractéristiques, dont ces récepteurs HER2. C'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quand on fait la biopsie, on teste ces récepteurs HER2. Et si vous êtes HER2, si vous surexprimez ces récepteurs HER2, on dit que vous êtes HER2+++, vous pouvez bénéficier d'une thérapie ciblée. Parce que ça, le traitement va agir et va reconnaître les cellules cancéreuses grâce à ce récepteur et va se fixer sur le récepteur et les empêcher de se reproduire. Et ce qui était un inconvénient majeur parce qu'au départ, c'est un cancer particulièrement invasif, devient presque un avantage parce que ces thérapies ciblées sont extrêmement efficaces et qu'elles bouleversent complètement les statistiques de survie avec le cancer du sein. Ça explique que je sois là, que je sois en bonne forme, parce que j'ai bénéficié pendant 4 ans et que je continue à bénéficier grâce à une perfusion toutes les 3 semaines d'une thérapie ciblée qui me permet de travailler, de vivre normalement et de continuer à faire de l'activité physique, du sport, de profiter chaque jour, encore plus intensément qu'avant, de la vie qui est donnée. Voilà, donc dans les traitements aussi, thérapie ciblée, vous avez dû entendre parler de radiothérapie. Enfin, je suppose que tout ça, vous en avez entendu parler dans la semaine. La radiothérapie, j'en ai vu aussi, c'est donc du traitement par rayon, alors je ne sais plus, peut-être X ou gamma, voilà, bon, là je ne sais pas, techniquement je ne sais pas trop. Et donc, voilà, j'ai subi, là en fait, la radiothérapie, c'est pareil, ça agit, ça brûle les cellules qui vont se reproduire aussi plus rapidement que les autres. C'est pour ça que quand on fait de la radiothérapie sur l'ensemble du sein, elle va agir principalement sur les cellules cancéreuses. Elle va brûler aussi une partie des cellules qui sont à côté, mais beaucoup moins intensément. Donc ça peut, au moment de la radiothérapie, on peut avoir un effet coup de soleil, mais ce sont essentiellement les cellules cancéreuses qui sont touchées. Donc, 4 traitements pour le cancer, du cancer du sein en tout cas. Enfin, je vous parle du cancer du sein, je vais dire quelques généralités. Moi, ce que je sais sur le cancer du sein, c'est ce qui est lié à ma maladie. Hein. Je n'ai pas la prétention de faire quelque chose, d'apporter une voie générale, mais enfin, ce que je vous dis, c'est de la connaissance grand public. Quoi. Donc, 4 traitements classiques dans le cas du cancer, la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie et les thérapies ciblées. Actuellement, en rien. Mais dans le cas d'un cancer comme le mien, qui s'est déjà propagé dans l'ensemble de l'organisme, il n'y a aucun traitement qui permettra de dire un jour qu'on n'a pas éliminé, à l'heure actuelle, il n'y a pas de traitement qui permet d'éliminer complètement l'ensemble des cellules cancéreuses et qui me permet de vivre sans traitement. Je peux vivre avec un cancer qui est maîtrisé, mais grâce à la présence de traitements permanents. Alors, voilà, petit mot aussi sur le fait que je suis une e-patiente, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, si ça vous parle. Une e-patiente, c'est une patiente qui va chercher des informations sur Internet. Alors, c'est un phénomène qui est de plus en plus fréquent et qui n'est pas forcément bien accepté des médecins parce que, il est vrai que sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi. Vous allez trouver des choses aberrantes, vous allez trouver des gens qui vont vous dire qu'on soigne le cancer avec un jus de citron. Et d'autres informations comme ça. Il n'empêche, on peut piocher sur Internet des tas d'informations intéressantes, pertinentes, vérifiées. Il faut faire attention simplement sur quel site on va, de quelle manière l'information est élaborée, d'où sortent les informations, est-ce qu'elles sont issues d'études scientifiques qui ont fait l'objet d'un protocole établi avec des résultats testés sur
un nombre de femmes conséquent comparé à une autre pool de femmes qui n'a pas eu ce même traitement. Voilà. Tout ça, moi je vais me renseigner sur le fait d'avoir été d'abord dans le déni, dans la négligence au début de ma maladie, fait que maintenant je veux au contraire comprendre, je veux savoir, je veux pouvoir discuter avec mon médecin. Alors j'ai eu un premier médecin oncologue avec qui ça s'est mal passé, qui a très mal supporté que je discute avec lui des traitements qu'il administrait, que je demande, que je tente de l'orienter vers d'autres choses, ou que je demande des chiffres, des statistiques, que je veux des confirmations. Voilà, j'ai changé d'oncologue. Et avec le médecin que j'ai maintenant, ça se passe au contraire extrêmement bien. Ça se passe très bien parce que quand on discute d'un traitement, elle fait un raisonnement, quand il y a des choses, des décisions thérapeutiques à prendre, elle se sent en confiance pour faire le raisonnement, établir le raisonnement devant moi. Et on en discute. Et je suis capable de lui dire, oui, mais ça, moi, voilà, j'ai compris qu'il y avait aussi cette solution possible, ou j'ai compris que ça, c'était peut-être moins bien toléré que ça. Voilà. Et on en parle ouvertement. Et encore récemment, elle m'a dit c'est très agréable de faire avec vous, c'est de pouvoir faire avec vous comme ça des discussions, on avance au fur et à mesure, oui, mais ensemble, et ça se passe très bien. Donc e-patient, ça existe, ça devient un statut de plus en plus reconnu, et il y a des associations d'e-patientes, il y a des médecins qui se penchent un peu sur ce phénomène. En tout cas, on ne peut pas le négliger. Mais bien sûr, avec toute la prudence qu'Internet, que l'usage d'Internet impose, à la fois sur la recherche, sur les intentions charlatans, et puis aux bêtises qu'on peut vous raconter, pour toujours vérifier la source et la pertinence de l'information. Et notamment sur Facebook, je vois plein de gens qui s'emballent pour des choses aberrantes. On vous balance une info comme ça, vous lisez juste le titre et les sous-titres. Ça paraît percutant, on se dit mais oui, c'est complètement scandaleux. Et puis quand on fouille un peu, on se rend compte que ça vient d'un site complètement ésotérique qui est allé chercher des choses un peu qui heurtent au laboratoire pharmaceutique, enfin qui soupçonne, qui est toujours en train de soupçonner des choses sur les laboratoires pharmaceutiques. Enfin voilà, il faut se méfier notamment de ce qui circule sur Facebook. Cela dit, je suis beaucoup sur Facebook. Et au moins, Facebook, on va passer à des choses un petit peu plus positives. Facebook m'aura amené au moins quelque chose de très bien. Facebook et Internet, ils m'ont fait connaître le Suntrip. Grâce à des relations des personnes que je connais par le biais du cancer, j'ai suivi le Suntrip, cette course de vélo solaire, en 2013. Parce qu'une de mes amies de Facebook nous appelait à suivre son neveu qui participait à cette course. Alors, le Suntrip, je vais vous montrer, donc, je vous ai expliqué un peu en deux mots tout à l'heure le principe. Je regrette de ne pas avoir mis des vidéos là, où on voyait une vélo solaire. Je vais quand même vous montrer juste le teaser de la course de 2015. C'est une petite vidéo aussi. Ça va remettre un petit peu d'ambiance, parce qu'il y a une musique sympa. Vous me direz si vous le connaissez. Donc voilà, le Suntrip, c'est une course de vélo solaire. Alors je vous explique quand même un mot ce que c'est une course de vélo solaire. Un vélo solaire, c'est un vélo à assistance électrique et on alimente les batteries avec un panneau photovoltaïque, avec des panneaux photovoltaïques. L'intérêt, c'est que le défaut du vélo d'assistance électrique, c'est qu'on est limité par la puissance de la batterie pour faire un nombre de kilomètres. Vous avez une autonomie limitée. En alimentant les panneaux avec des batteries avec des panneaux solaires, vous dispensez de cette autonomie, vous la multipliez. Dès lors qu'il y a du soleil, vous pouvez faire pratiquement autant de kilomètres que vous voulez dans la journée. Après, voilà, donc le Suntrip, il y a une édition de la course en 2013. Les champions du Suntrip, ceux qui sont arrivés les premiers, il leur arrivait à plus de 300 km en vélo. Le vainqueur, il a fait 200 km par jour. Il est parti de la Savoie, il est arrivé à Astana en 28 jours, en raison de 200 km de moyenne par jour. Donc moi, j'ai suivi cette course en 2013. À la fois, ça m'a épaté parce que c'était écologique, c'était technique. Il y avait plein de façons d'intégrer des panneaux solaires sur les vélos. Il y avait plein de... C'était très créatif. C'était très ingénieux. Et en plus, le profil des participants est très particulier parce que c'est
on ne sélectionne pas que des. Il faut être sélectionné pour participer à cette course. Il y a plus de demandes que de candidats retenus. Mais les gens ne sont pas sélectionnés seulement sur le profil sportif, ils sont sélectionnés sur d'autres qualités, soit parce que c'est des baroudeurs, soit parce que c'est des cyclistes, soit parce que pour le moment on a une motivation hors norme. Et moi, ma motivation hors norme, ça a été mon cancer. À partir du moment où j'ai su qu'il y avait une édition de la course en 2015, je me suis dit qu'après tout, actuellement j'étais en bonne forme, je ne sais pas si ça durera, et pour le moment j'ai eu envie de faire quelque chose de hors norme, un peu particulier, et j'ai envie, ces gens m'ont fait rêver, et j'ai eu envie de rêver, moi aussi, de participer au rêve. Donc j'ai envie de vraiment me lancer dans cette aventure. J'ai la chance d'avoir Marie l'ingénieur. Je ne sais pas s'il y a des élèves. Est-ce qu'il y a des élèves qui viennent du lycée d'Argelès et les autres? Non? Personne? Bon, voilà.